À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douéret. Prise de son, Serge Fado. Bernard Douéret, nous nous retrouvons devant ce micro pour une nouvelle série de À la recherche de la tradition. Je voudrais dire tout de suite d'ailleurs que nous avons été assez contents de la première série, non pas pour nous-mêmes, ça paraîtrait un petit peu prétentieux, mais parce que cette émission et le thème de cette émission a trouvé des échos dans notre public et nous en sommes évidemment ravis. Et ce qui a peut-être un petit peu d'ailleurs motivé le fait de cette seconde série consacrée à l'ésotérisme. Sans doute d'une manière plus large et, moins rétrécie. Quand je dis plus large, je l'entends dans le sens de moins rétrécie que la première série. Et peut-être aussi atteindrons-nous par là des domaines qui sont, des domaines, disons, un peu plus courants, qui parlent un petit peu plus à l'oreille du public. Je pense, Bernard Douéret, qu'il faudrait peut-être, avant toute chose, pour cette nouvelle série, consacrer l'émission de ce soir, disons, à une sorte de préambule, à une sorte d'avertissement qui est aussi valable pour nous d'ailleurs que pour nos auditeurs, en ce sens que nous ne prétendons pas, ni vous ni moi, et surtout pas moi, faire, œuvre d'historien, œuvre dogmatique. Ah non, certainement pas. Voilà. Alors, ce préambule, nous allons donc le faire ce soir. Alors, nous invitons nos auditeurs à entrer avec nous dans cette espèce de préface qui va servir pour les autres émissions. Et nous pensons essayer de faire un tout autour du plan, de l'esprit de l'ésotérisme. Bernard Douéret, je crois que nous avons insisté, mais je pense que nous n'insistons jamais assez, sur le fait que l'ésotérisme n'est pas quelque chose de farfelu. Oui, je crois qu'il serait peut-être bon, même à l'orée de cette nouvelle série d'émissions, de revenir un peu sur cette idée et de la préciser davantage que nous n'avons eu l'occasion de le faire jusque-là. Parce que c'est un domaine qui paraît, jusqu'à l'heure actuelle, et peut-être surtout en France d'ailleurs d'une certaine façon, encore très réservé, voire même trop réservé. Il y a une suspicion incontestablement qui plane sur ces domaines-là. Bon, je m'excuse, mais nous avons certainement, puisque les émissions se suivent et ne se ressemblent pas, espérons-le, nous avons certainement un nouveau public, de nouveaux auditeurs. Alors, ce que j'aimerais, c'est que nous expliquions, une fois pour toutes, puisque nous allons nous en servir souvent, nous expliquions le mot ésotérisme. Oui. Très simplement, mais que nous l'expliquions, qu'il n'y ait pas d'obscurité, car il est évident que ces problèmes entraînent quelquefois, ça n'est qu'une question de langage d'ailleurs, mais entraînent peut-être quelquefois quelques obscurités qui sont, à mon avis, absolument inutiles. Alors si vous le voulez bien, Bernard Douéret, vous expliquez ce qu'est l'ésotérisme, presque dans le mot, presque dans l'étymologie. Eh bien, dans l'étymologie, justement, ésotérisme s'oppose à exotérisme. Exotérisme, c'est-à-dire science ouverte à tous, sans aucun préjugé, aucune restriction, et ésotérisme, inversement, science réservée. Mais alors là, déjà, il faut ouvrir une première parenthèse, parce que si l'on entend par la science réservée, cela ne veut pas dire du tout que cette science serait enfermée dans des limites telles qu'elle ne puisse être atteinte que par une certaine élite. S'il y a une élite, c'est une élite qui se marque par des caractères non pas sociaux, non pas hiérarchiques, au sens ordinaire du terme, mais qui se marque par des caractères purement psychologiques, un certain nombre d'aptitudes. Voilà. Après tout, pour faire une comparaison très simple, il y a des gens, mettons, qui ne s'intéressent absolument pas à la poésie ou à l'art. Il y en a d'autres qui s'y intéressent et qui sont de plus ou moins bons amateurs, voire d'excellents amateurs, mais qui ne sont pas pour tout cela des créateurs, des artistes purs. Il y a donc là toute une hiérarchie qui, elle, est naturelle. Il n'est pas du tout imposée. Et je crois qu'il est bon de considérer l'ésotérisme sous ce jour. Voilà. Car, enfin, ce qui caractérise encore l'ésotérisme, c'est cette idée que cette science, ou les différentes branches de cette science, nécessitent tout de même un certain nombre d'aptitudes intellectuelles, psychologiques. Et c'est là, je crois, que l'on trouve la nécessité et du secret dont on entend si souvent parler dans telle ou telle société connue, ou bien encore la difficulté à exprimer certaines choses en dehors du langage symbolique,
qui est évidemment un langage qui paraît souvent désuet ou anachronique à notre époque. Quoiqu'encore la psychanalyse, au fond, avec des hommes comme Jung, tente à revaloriser, il faut bien le dire, ce type de langage. Oui, enfin, disons que le grand public, d'une manière générale, n'est pas accoutumé, n'est pas acclimaté à ce langage. Bon, je pense qu'on pourrait dire que Guénon, qui est un des auteurs, importants dans ce domaine-là, donne le sens d'ésotérisme comme porte d'entrée, je crois. Oui, également. Donc, également. porte d'entrée, ouverture à la connaissance. Ouverture à la connaissance. C'est d'ailleurs le sens également d'un mot bien connu, le mot d'initiation, qui ne signifie pas autre chose que le fait de se présenter à un certain seuil. Car enfin, il n'y a pas de magie dans cette opération. D'un seul coup, on ne sait pas tout, alors qu'à 5 minutes avant, on ne savait pas. Non, absolument pas. Il y a simplement l'idée d'une marche progressive vers un certain éveil intérieur. Donc cette marche relève de la connaissance, et cette connaissance, c'est ce qui fait que l'ésotérisme, et nous y revenons, est une science. C'est cela. Et non pas quelque chose d'arbitraire ou d'imaginatif. Pas, absolument pas. Et s'il y a pu y avoir des charlatans, disons, autour de cette science, il y en a eu autour de toute science, et comme je lisais dernièrement dans un ouvrage d'un astrologue assez connu, Barbeau, il disait, mais après tout, les erreurs de la médecine n'empêchent pas la médecine d'exister. Eh bien, je crois que de la même manière, il en est ainsi pour l'ésotérisme, où il n'y a pas tant de charlatans qu'on veut bien le dire, d'ailleurs. Car enfin, je n'appelle pas ésotérisme tout ce qui relève du fakirisme, de l'art de tirer les cartes, toutes ces opérations-là. Non, tout de même, il faut voir ça beaucoup plus sérieusement, et avec un état d'esprit scientifique. C'est-à-dire, premièrement, dénué de tout préjugé. Et je crois que c'est là la chose peut-être la plus difficile à acquérir. Car on s'aperçoit que beaucoup de savants, qu'on aimerait voir se pencher sur ces phénomènes, car je suis certain qu'ils y trouveraient là des forces nouvelles, des énergies dont on n'a pas encore suffisamment idée, refusent a priori de s'intéresser à ces domaines, ce qui est une attitude totalement anti-scientifique. Et je voudrais citer un exemple là qui est tout à fait d'actualité. Oui. Il n'y a pas très longtemps, un professeur publiait un ouvrage, c'est le professeur Rocard, publiait un ouvrage sur la baguette des sourciers. Il avait été frappé par ce petit phénomène facile à vérifier, que des hommes particulièrement doués, avec une baguette fourchue entre leurs mains, étaient capables de détecter des nappes d'eau phréatique, des nappes d'eau souterraines, ou bien des filons métalliques. Il s'est intéressé à ce phénomène d'une manière entièrement objective, et il a multiplié des centaines et des centaines d'expériences. Il est arrivé à comprendre qu'il y avait un lien entre le corps humain et ces nappes d'eau ou ces filons souterrains, et que la baguette ne faisait au fond que amplifier une certaine vibration du corps humain. Il a localisé le lieu de cette sensibilité dans le creux du coude, à tel point qu'on peut paralyser, c'est la contre-expérience, on peut paralyser cette sensibilité. Il suffit de brancher des aimants au creux du coude de la personne, du sourcier, et à ce moment-là, il devient totalement insensible, comme vous et moi, si je puis dire. Vous voyez ? Eh bien, le professeur Rocard a eu les plus grandes difficultés à la suite de la publication de cet ouvrage. On ne l'a pas pris au sérieux. C'en est au point, donc, en France, on risque quasi sa réputation et sa carrière en s'attaquant à des problèmes de ce genre. Oui, disons qu'il y a là une sorte de postulat d'intolérance qui est regrettable. Ah oui, c'est même en un sens très grave, parce que c'est une attitude tout à fait antiscientifique. Et je me demande d'ailleurs, puisque nous en sommes là, dans quelle mesure certains savants russes et américains n'étudient pas d'une façon beaucoup plus sérieuse et de façon très équipée tous ces problèmes. Et je crois qu'il y a raison, parce que on a souvent encore cet autre préjugé qui consiste à dire que la science moderne est sortie adulte d'un bas âge magique ou autre. Le cas typique est celui de l'alchimie, par exemple. On dit la chimie est sortie de l'alchimie. Et c'est les fameux ouvrages d'un Lyonnais, Marcelin Berthelot, qui ont tendu déjà à faire triompher cette thèse. En réalité, que la chimie soit sortie de l'alchimie, c'est bien possible, c'est vraisemblable en très grande partie, mais il faut même reconnaître que ça n'a pas du tout tué l'alchimie. Et encore à l'heure actuelle, on publie des ouvrages d'alchimie qui sont même très recherchés. Je pense aux œuvres de Jacques Breyer, je pense aux œuvres de Fulcanelli, je pense à des quantités de rééditions d'ouvrages anciens d'alchimie qui se font à l'heure actuelle.
Donc il y a toujours un grand intérêt dans ces domaines, et j'ai même l'impression personnellement, car enfin je crois qu'il faut dire à nos auditeurs que nous n'engageons que nous-mêmes en parlant ainsi. Oui, non, c'est une discussion libre, c'est ce qui fait, je crois d'ailleurs, l'intérêt de ces émissions, et des précédentes et de la nouvelle série que nous entreprenons, c'est presque, enfin disons, un échange d'idées, basé tout de même, disons-le, sur des connaissances, basé sur... sur un esprit de sérieux. Sur un esprit de sérieux, il ne s'agit pas de parler à tort et à travers. Enfin, ce qui est peut-être important, à mon sens, qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que on a l'impression dans un certain milieu, et puis peut-être dans le public, parce que le public n'est peut-être pas très informé non plus, on a l'impression que l'homme finalement est entièrement connu, parce qu'il est médicalement connu, n'est-ce pas? Et à partir de là, en vérité, disons-le tout net, quoi, il n'est pratiquement pas connu, car les forces qu'on appelle occultes, enfin disons simplement les fluides, enfin toute cette part du psychisme de l'individu, eh bien c'est un domaine qui hélas, enfin, c'est un domaine qui n'est pratiquement pas exploré, qui n'est pratiquement pas découvert. Bien sûr, par exemple. Et puis alors, il y a une confusion qui se fait entre nature et surnature. Oui. Je crois que, là encore, il faut le dire, dès qu'on s'intéresse à ces questions dites ésotériques, on s'aperçoit que l'on ne fait pas intervenir le surnaturel. On parle simplement de forces subtiles, faute de trouver un meilleur langage. Souvenons-nous, dans nos dernières émissions, dans la dernière série, nous avons parlé, par exemple, des guérisons opérées par Maître Philippe de Lyon. Eh bien, ces guérisons agissaient physiquement. Des médecins les ont constatées. Qu'ils ne puissent pas les expliquer par le contenu actuel de leur science, c'est une affaire qui paraît entendue, mais qu'ils puissent, à partir de là, refuser de chercher à les expliquer, c'est une chose qui me paraît assez peu admissible. C'est se mettre un bandeau noir sur les yeux et n'en pas sortir. C'est refuser de voir, tout simplement. Ah oui. Alors, je pense qu'au fond, l'ésotérisme, puisqu'il faut employer ce mot, a finalement beaucoup d'avantages. Il a d'abord, disons, un avantage de connaissance pure. Bon, oui, bien sûr. C'est le côté de l'étude. Et puis, un autre avantage, c'est au fond de découvrir l'homme. C'est au fond d'accéder à quelque chose de plus. Et nous en revenons à l'idée de seuil, à l'idée de palier, de quelque chose de plus dans l'individu, par l'individu. Voilà. Alors, je pense que c'est là où, finalement, on peut considérer l'ésotérisme comme étant une science, disons, évolutive. Absolument, c'est une science dynamique, en ce sens qu'elle n'enferme pas l'homme à certains niveaux auxquels on semble vouloir le contraindre à l'heure actuelle. Elle admet... elle postule et elle démontre, elle expérimente qu'il y a d'autres états qui sont infiniment plus variés, beaucoup plus riches de possibilités même qu'on ne le soupçonne ordinairement. Et que certains soient plus particulièrement doués pour développer tel ou tel de ces états mentaux, c'est possible, mais dans le principe, il semble que ce soit qu'ils existent à l'état au moins virtuel, au moins latent, en tous. Bon, il est évident que nous avons... vous avez prononcé le mot tout à l'heure de surnaturel. Il est évident que là, pour beaucoup d'esprits, je pense, quand on prononce ce mot, il y a le côté, disons superstitieux, le côté péjoratif de la superstition. Or, je pense que ça n'est pas dans ce sens qu'il faut entendre le mot surnaturel. C'est vraiment la surnature. C'est vraiment à côté de la nature et qui fait partie tout de même de l'homme, qui fait partie tout de même de la nature de l'homme. Et paradoxalement, on pourrait presque dire que le surnaturel est naturel. Oui, mais je crois que c'est ainsi qu'il faut dire. Voilà, et c'est, je pense, ce que tente de dégager, pas seulement cela, mais tente de dégager l'ésotérisme dans la connaissance de l'individu. Bon, eh bien, Bernard Douéret, nous nous sommes entretenus une première fois ce soir. Je rappelle que cette émission était une sorte de préambule, une sorte de préface, et qu'elle ouvre, cette préface, une série d'émissions, c'est-à-dire que nous donnons rendez-vous à nos auditeurs tous les vendredis sur notre chaîne, à la même heure, et je dis tout de suite, à l'ouverture de cette série, que si des auditeurs veulent prendre contact avec nous et nous poser des questions, nous en serions absolument ravis. Et nous nous tenons, Bernard Douéret et moi-même, nous nous tenons à leur entière disposition. Donc rendez-vous à la semaine prochaine. Bernard Douéret, je vous remercie. Et à nos auditeurs, bien entendu, nous espérons qu'ils seront à l'écoute de la prochaine émission.